quelques observations très rapides. D'abord que la situation en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui est prévisible dans la mesure où cela s'est déjà fait et ça fait plusieurs fois que les Sud-Africains s'en prennent aux autres compatriotes africains sous prétexte qu'ils sont des étrangers, qu'ils sèment la criminalité dans leur pays, qu'ils volent leurs emplois et puis qu'ils sèment l'insécurité dans le pays, tout en omettant complètement la présence des colons dans le pays depuis des siècles et des siècles, lesquels colons ont privé les Sud-Africains de leurs ressources minières, minéralières, agricoles. Les terres ont été accaparées par une minorité blanche qui a drillé, qui a complètement réprimé la population sud-africaine depuis des années et des années. Les Blancs sud-africains continuent d'avoir le pouvoir aussi bien politique qu'économique en Afrique du Sud, le pouvoir réel, hein, malgré la proclamation de la démocratie formelle qui donne l'impression aux masses populaires qu'ils élisent leurs dirigeants, alors que non, ce n'est pas le cas. Donc les Sud-Africains sont en train complètement de péter les plombs, de délirer, oubliant complètement l'histoire et les raisons profondes qui font de leur misère. Ces gens n'arrivent pas à analyser même les conséquences de la gouvernance de Nelson Mandela qui a été catastrophique parce que Nelson Mandela, qui avait la carrure d'un grand homme d'État, ben, finalement, il s'est compromis dans beaucoup de choses et puis ben, ayant été sorti de prison, ben, Mandela n'a pas pu faire grand-chose. Il a privilégié laisser une bonne image dans l'histoire, c'est-à-dire l'image d'un homme qui a réconcilié les Noirs et les Blancs, qui n'a pas cherché la vengeance, qui voulait être gentil, alors que ce qu'on demande aux hommes d'État, ce n'est pas la gentillesse, c'est leur capacité à résoudre les problèmes du pays. Donc Nelson Mandela n'a pas cherché à résoudre les problèmes réellement, étant donné que les criminels qui se sont accaparés de la terre sud-africaine n'ont pas été jugés, ils n'ont pas rendu de compte, ils n'ont pas été soumis aux règles du compte rendu. Ils ont continué à être détenteurs de la puissance politique, économique, intellectuelle dans le pays. Donc, la situation de l'Afrique du Sud vient de là. Au lieu que nos compatriotes sud-africains examinent la situation à l'aune de cette réalité historique, bon, c'est plus facile de s'en prendre aux voisins d'à côté en les accusant de tous les maux dont le pays est victime. Et puis, bon, ils oublient aussi que l'Afrique du Sud fait partie du système mondial. Hein. Donc, c'est un pays qui est très mondialisé. Elle est cooptée par les groupes des 7 puissances mondiales, donc le G7, le groupe des 7 puissances mondiales, qui invite l'Afrique du Sud pour prendre des photos, hein, pour offrir une certaine diversité à ce groupe-là. Donc, l'Afrique du Sud fait partie de ceux qui sont invités à ces grands sommets pour décorer l'environnement, pour faire en sorte qu'il y ait un noir qui figure sur la photo, alors que l'Afrique du Sud, véritablement, depuis la fin de l'apartheid, a été complètement dissoute, Et les attributs de la puissance dont disposait l'État sud-africain de l'époque, parce que dirigé par des Blancs, ont été retirés. Donc, ces gens-là détiennent la coquille du pouvoir politique, tout en engrangeant les miettes que leur laissent leurs dominateurs, parce que quand on voit des gens comme Cyril Ramaphosa qui ont pris le pouvoir, qui détiennent des actions dans des groupes d'exploitation minière et autres, ces gens-là disent qu'ils sont l'élite noire hein, dans un pays dominé par les Blancs. Ils font la pluie le beau temps, ils massacrent le peuple, ils tuent le peuple, alors que ces gens étaient de grands leaders révolutionnaires d'hier et qui prêchaient disons, l'Afrique du Sud aux Sud-Africains avec des réformes économiques grandioses, avec un discours grandiloquent à l'appui.
Bon, qu'est-ce que Cyril Ramaphosa fait? Bon, détenteur des actions dans un groupe qui s'appelle l'ONMIN. Bon, ces gens, ils envoient simplement les soldats, les massacrer les populations. Et donc, la situation de l'Afrique du Sud est une situation tout simplement coloniale parce que les ressources du pays échappent totalement aux populations et ceci date depuis la fin officielle de l'apartheid, hein, avec Nelson Mandela au pouvoir, puisque Mandela, euh, les Blancs se sont assurés que à sa sortie de prison, ils vont faire de lui le président sud-africain avec un agenda très simple, c'est de faire une transition pour transmettre le pouvoir à l'élite noire qui a été formée, en guillemets, et puis faire en sorte que les auteurs du crime économique, du crime politique, du crime social, du crime culturel en Afrique du Sud ne soient pas punis, puis qu'on procède par une sorte de réconciliation en disant que c'est une nation arc-en-ciel qui s'était formée là, et puis que finalement ces Blancs-là jouissent, hein, d'une retraite paisible, hein, en gardant la main sur l'économie et sur le pouvoir politique réel, parce que ce sont ces gens-là qui détiennent en réalité le pouvoir politique. Donc les Noirs se sont contentés et se contentent de la coquille du pouvoir, donc des atours du pouvoir, ce que j'ai appelé l'État anglo-colonial africain, avec tout ce qui est le cosmétisme du pouvoir, les dorures des palais présidentiels, hein, les tapis rouges et tout ça, alors que tout ceci ne fait que confirmer, hein, l'état colonial, disons le caractère colonial de l'État africain. Donc, la situation de l'Afrique du Sud est celle d'un pays dissous dans la mondialisation, régulièrement invité dans des cérémonies et dans des séances des groupes les plus puissants de la planète, donc le G7, le G5 et des choses comme ça. Et puis, les Sud-Africains, ils vont, donc juste pour prendre la photo, être présents sur la photo de famille, alors que ces gens ne jouissent d'aucune respectabilité et n'étant pas un État réellement constitué, doté des attributs de la puissance. Donc, voilà. Donc, la situation en Afrique, c'est celle-là. Le pouvoir économique, donc le pouvoir politique réel appartenant toujours à ceux qui ont détenu depuis le 17e, 18e siècle par la colonisation. Donc, si les Sud-Africains veulent véritablement résoudre le problème en Afrique du Sud, il ne s'agit pas de s'en prendre nos compatriotes africains qui sont là, qui fuyant la misère encore plus grande dans leur enclos colonial pour se réfugier en Afrique du Sud. Ces gens, ils n'ont pas, c'est pas ça la solution, c'est pas s'en prendre aux Africains, aux plus faibles. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Il faut chercher les vraies raisons du problème sud-africain pour le résoudre. Bon, bref, disons que ce qui se passe en Afrique du Sud, qui a été déjà fait, c'est pas la première fois. Ça fait plusieurs fois de manière cyclique que les Sud-Africains, nos compatriotes sud-africains s'engagent dans ce type d'action contre leurs compatriotes africains qui qualifient d'étrangers. Je pense que ça va continuer. Et ce type de phénomène, on va l'observer davantage dans d'autres pays africains également, parce que la situation va s'aggraver. Les mois et les années à venir, les décennies à venir seront extrêmement compliquées pour l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de pays qui vont connaître ce type de turbulence où les Africains vont s'attaquer à leurs voisins sous prétexte qu'ils sont des étrangers, volant leur emploi et leur pain. Donc, on voit très clairement où s'oriente notre continent. Pourquoi? Tout simplement parce que le continent africain est vu depuis le 16e, 17e siècle par un certain nombre de pays, notamment les pays européens, comme leur avenir. Et à partir du moment où un continent ou une terre est vue comme l'avenir d'un autre peuple,
qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, il va y avoir toutes sortes de manipulations pour pousser la population à s'affronter. De ces affrontements-là va naître l'affaiblissement et finalement, bon, voilà, les populations, les peuples seront amenés à intervenir. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est une constante de l'histoire. Donc, la situation en Afrique va s'accélérer. Les guerres interethniques. Hein. Donc, on va revenir aux fondamentaux, ce que les Occidentaux ont toujours appelé les guerres ethniques, tout ça va revenir parce que les grandes puissances qui s'affrontent sur l'échiquier international pour des raisons économiques s'affirment en Afrique. Et quand tous les pays disent que l'Afrique est leur avenir, ça veut dire simplement que l'Afrique est la terre où il y a encore des possibilités de faire ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est-à-dire de fabriquer des guerres interethniques, interpeuples, intercivilisations, intercommunautés. Et puis, l'Afrique reste le continent qui peut être remodelé. Donc, il va y avoir, finalement, on risque même d'assister encore une fois à une deuxième conférence de Berlin. Il va y avoir une deuxième conférence de Berlin où les anciens pays colonisateurs et les nouveaux pays colonisateurs qui arrivent sur le continent africain vont vider les conflits qu'ils développent sur le continent autour d'une table avec le champagne et le petit four et ils vont repartager le continent africain, tout simplement. Parce que ça a commencé déjà au Nigeria avec la guerre du Biafra. D'un côté, les Britanniques, les Anglo-Saxons soutenaient le régime fédéral et puis de l'autre côté, les Français et leurs amis africains, donc Houphouët-Boigny et autres, soutenaient la rébellion de Ojukwu pour ce qu'on appelait la guerre du Biafra. En fait, il ne s'agit pas d'une guerre entre les Igbo et les musulmans, mais il s'agit réellement d'une guerre d'agression pour pouvoir partager le Nigeria en deux. Donc, ce conflit du Biafra a été résolu dans un hôtel à Paris avec un accord entre les francophones, les Français, et les anglo-saxons sur le partage du pétrole nigérian. Donc, c'est ce qui continue. Et puis, chaque fois que la situation veut tourner à l'avantage d'un camp, qu'est-ce que l'autre camp fait? Ils vont armer des groupes de voyous, de bandits pour déstabiliser la région, de sorte à ce que le conflit puisse être permanent pour rediscuter du partage du pétrole et du pouvoir au Nigeria. Donc, voilà. Après, on a connu la même chose au Soudan, où les Chinois, donc avec l'arrivée des Chinois, la dissolution du Soudan s'est accélérée. Et d'un côté, les Américains, Israël et tous les autres ont soutenu ce qu'ils appelaient les Sud-Soudanais, qu'ils qualifiaient de chrétiens, et ceux qui sont au nord, donc le pouvoir de Omar el-Béchir, qu'ils appellent le nord musulman. Et donc, finalement, ils ont réussi, après des années de conflits, du pillage du pétrole soudanais, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis quelques artistes, cinéastes aussi sur le coup pour dire qu'ils font une campagne humanitaire pour sauver les gens au Soudan. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé un accord où ils ont partagé le Soudan en deux. D'un côté, avec la Chine qui soutient le Nord, sans toutefois déployer les armées pour soutenir ce régime, disons le pouvoir de Omar Béchir. Et puis du côté sud-soudanais, il y a Israël, les États-Unis et leurs cousins occidentaux qui les ont accompagnés. Donc le pétrole soudanais a été divisé, a été partagé entre ces deux pôles. Finalement, comme la Chine ne déploie pas les moyens militaires pour soutenir le Soudan du Nord, donc le régime de Béchir, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le régime de Béchir, on a poussé la population pour renverser Béchir, qui est quand même est un vil
être, hein, c'est quand même quelqu'un qui est, voilà, qui se réclamait de la descendance du prophète et de tout ça. Donc finalement, bon, comme les Chinois n'avaient pas d'armée sur place pour soutenir le régime de Vichy, finalement, bon, on a poussé la population à des actions. Et puis finalement, l'armée est intervenue pour prendre le pouvoir. Donc on a renversé Vichy. Et puis bon, voilà, on dit que c'est la victoire de la population, alors que cette population, en réalité, elle est tout à fait écartée de tout ceci. Et puis l'enjeu réel au Soudan, c'est le pétrole. Au Mali, on a connu la même chose avec Zawad, qui est quelque chose qui est entretenu depuis des années, depuis des décennies au nord du Mali. Finalement, en 2011-2012, on a réussi à morceler le Mali, on a créé la Zawad, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Bon, la France est intervenue, non pas pour soi-disant réconcilier le pays et unifier le pays, mais parce qu'il y a des grands intérêts géopolitiques dans la région. Donc, il y a l'uranium de Areva qui est au Niger. Donc, à partir du moment où il y a des groupes, disons, terroristes qui ont été montés et tout ceci pour empêcher aussi la Chine de se déployer dans la zone. Donc, quand on a détruit la Libye, les armes de la Libye sont descendues vers le sud. Donc, on a alimenté des groupes de bandits dans cette région pour empêcher la Chine de se déployer parce que la Chine ravissait les grands contrats miniers dans cette région. Eh bien, par le phénomène de la guerre contre l'islam ou contre l'islamisme radical, eh bien, on a réussi à faire battre un peu en retraite la Chine dans cette région. Et donc, la France et ses amis se sont redéployés dans la région. Et puis, bon, ces gens, ils font des opérations et tout, et puis ils continuent de piller la région tout simplement. Donc, ces phénomènes-là vont continuer. C'est inévitable parce que les Africains ne contrôlent pas leur environnement. Donc, ça, c'est des phénomènes qui annoncent quelque chose qui va continuer. Et puis, on voit maintenant tous les pays africains, il y a toujours ce qu'on appelle la menace terroriste, au nom de laquelle on soutient les dictatures, on soutient des groupes, ainsi de suite, et puis on soutient des oppositions, des choses comme ça. Donc ça va continuer parce que nous avons totalement déserté nos terrains, nous avons totalement abandonné notre environnement. Donc les autres, la nature ayant horreur du vide, les autres vont s'implanter sur nos terres et vont déstabiliser totalement ces environnements et on ira, plus le temps va passer, on ira vers une reconfiguration du continent africain, tout simplement. Il y aura une deuxième, voire une troisième conférence de Berlin et les Africains sont encore là à être remorcelés, etc. Donc, il n'y aura rien. On ne fera absolument rien parce que nous avons choisi la voie de la faiblesse, de la désorganisation et nous nous contentons de ça parce que nous ne voulons pas nous organiser. Sinon, ça fait des dizaines d'années ou des siècles que nous savons très bien que l'Afrique n'est plus de notre possession, mais nous ne prenons pas le chemin de l'organisation pour reconquérir notre patrimoine commun. Donc, comme nous avons choisi l'inaction, le désordre, le refus du leadership, le refus de se soumettre à des autorités, à des gens qui réfléchissent pour s'organiser, s'aligner derrière ces gens-là, les soutenir fortement, leur apporter toute notre aide, tout notre soutien, toute notre sympathie, toute notre amitié, parce qu'on aura compris que il y a des gens qui essaient de théoriser, qui essaient de nous réveiller, de nous aider à aller de l'avant, tant que nous aurons choisi d'écarter ces personnes-là, d'embrasser toutes sortes de courants d'idées en allant dans tous les sens, hein, en faisant des débats pour des débats, sans se concentrer sur l'unique ligne que l'histoire nous a enseignée, l'unique leçon que l'histoire a enseignée aux hommes, à savoir de mener une lutte de libération quand ils sont tombés sous la domination d'autrui, eh bien, il n'y aura absolument rien. Nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Et ce qui se passe en Afrique du Sud va se répéter. Des cas comme le Rwanda vont se répéter.
il va y avoir des massacres, du sang va couler, et ça continue de couler dans un certain nombre de pays. L'Afrique, disons, le cœur de l'Afrique saigne, hein, donc le Congo, depuis des décennies, le Congo saigne dans l'indifférence totale des Africains. Les Africains s'en foutent totalement de ce qui se passe au Congo. On fait plutôt la fête, on s'en fout. Donc, voilà, il n'y aura absolument rien. Nous n'avons nos yeux que pour pleurer. Et personne n'aura pitié de nous parce que nous avons choisi la faiblesse, la voie de l'impuissance. Nous avons choisi le désordre, le désarmement, hein, de l'autodésarmement. Et nous avons choisi, hein, la veulerie, disons la voie de la facilité, ce qui fait que les peuples sont conduits, hein, à leur dernière demeure, à savoir le cimetière. Donc, si on choisit toutes ces voies-là, eh bien, notre destination finale, c'est le cimetière. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples qui ont totalement péri, qui ont disparu, hein. Il n'y a même pas de cas de conscience. C'est-à-dire que les gens ne vont même pas se poser des questions en disant bon, est-ce que c'est bien ou pas si on neutralise l'Afrique, parce que l'Afrique est déjà neutralisée, hein. Dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, nous sommes une des populations les plus dynamiques. Toutes les infrastructures nous manquent, alors que nous avons toutes les ressources chez nous. Hein, le soleil existe, on peut produire de l'électricité 24 heures sur 24 à bas coût. Nous avons de grands fleuves, nous pouvons développer une agriculture pour nous alimenter et même exporter nos produits agricoles, hein, mais en maîtrisant le circuit, pas cultiver les produits coloniaux que les pays colonisateurs nous imposent, le café, le cacao, tout ceci. Nous pouvons développer une industrie parce qu'à partir de l'agriculture, c'est à partir de l'agriculture que l'industrie est développée. Donc, tous ces phénomènes-là sont ignorés totalement par les Africains. Et même si ici ou là, il y a quelques réflexions, il n'y a pas une cohérence et une constance dans les choses. On est dispersé, on va dans tous les sens, on embrasse tous les courants qui viennent, et à la fin, on est fatigué parce qu'on n'est pas concentré sur un seul objectif, qui est la construction d'un mouvement de libération à l'échelle du continent. Donc, on s'épuise dans des débats pour des débats, et puis, bon, il n'y a rien qui se met en place. Quand vous initiez la plus petite des actions, il n'y a personne qui se donne vraiment. Donc, c'est ça la réalité. Donc, il n'y aura rien. Je pense que ce qui va être intéressant, et si nous continuons dans cette logique-là, il va falloir investir massivement dans l'industrie de production du mouchoir. Voilà, parce que nous allons pleurer, hein. Les larmes, on ne les a pas encore versées. Ça va arriver. Ce n'est que le début, hein. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir plus largement devant nous. Pour le moment, il n'y a que les fenêtres qui sont entrouvertes. On voit les difficultés. Aujourd'hui, les Africains sur la Méditerranée, bouffés par les requins, fusillés, tabassés partout. Les Noirs sont méprisés, on les piétine aux États-Unis, en Europe, sur le continent africain. Dès qu'un peuple se lève, on lui casse la gueule. Les dictateurs nous maîtrisent. Il n'y a rien. Donc, je pense que quand on choisit cette voie-là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse investir massivement dans l'industrie du mouchoir, parce qu'on va pleurer. Et ça, il faut qu'on se le dise. Ça, c'est garanti. Les véritables scènes de destruction, d'autodestruction sont devant nous. Elles ne sont pas derrière nous. Le pire va venir, parce que nous avons choisi l'inaction et l'incapacité, le désordre, hein, le refus de l'autorité dans nos rangs, en disant chaque fois que nous sommes en démocratie, donc toutes les opinions se valent. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu ne vas rien m'apprendre. Moi aussi, j'ai mes idées. Toi aussi, tu as les tiennes. Donc, match nul. Il ne peut pas y avoir de hiérarchisation dans les idées. Il n'y a pas d'idée prioritaire. C'est le désordre et la démocratie piégeuse, hein, qui fait que nous n'arrivons pas à dégager des idées fortes et s'unir autour de ces idées-là parce qu'on se dit tout le monde a son opinion, aucune opinion ne doit s'imposer. Donc, quand un peuple fonctionne comme ça, et ça veut dire que ce peuple a pris la direction du cimetière. Et comme je le disais, l'histoire de l'humanité est remplie de peuples qui sont morts, qui ont disparu. Hein? Les Indiens d'Amérique n'existent plus aujourd'hui.
il y a eu de grandes civilisations qui sont éteintes. Les Incas, les Aztèques, la civilisation égyptienne, elle a disparu. Donc, si les Africains pensent que rien ne nous menace, qu'on peut continuer comme ça, dans le désordre, dans l'inaction, on initie la plus petite des actions, il n'y a personne, tout le monde parle sur Internet. Bon, OK, on crée un petit groupe derrière, on monte une petite action pour dire, bon, voilà, on va voir si ce petit groupe-là peut fonctionner. On met une petite cotisation pour tout le monde, pour faire pour un objectif précis. Il n'y a personne qui intervient. Donc, on est là, c'est le ministère de la parole. Ça amuse les gens. Donc, on ne va nulle part. Voyez? Sauf au cimetière. Donc, investissons massivement dans l'industrie de production des mouchoirs parce que les larmes sont devant nous et on va en pleurer. On va souffrir, on va transpirer, on va suer. On ne va pas transpirer et suer sous le coup du labeur, hein, et du boulot. Mais on va suer parce que les grands pays, les grandes puissances, les pays qui s'affirment aujourd'hui sur la scène internationale disent clairement que l'Afrique est leur avenir. Donc, ça veut dire que c'est l'Afrique est le seul continent qui reste, qui peut être partagé et repartagé. Donc, à l'horizon, il y a une conférence de Berlin qui se projette. Et puis, ces gens-là, ils vont vider leurs oppositions inter-impérialistes en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique reste l'un des seuls endroits où on peut livrer toutes ces sortes de guerres économiques. On va vider les contradictions qui minent les puissances qui s'affirment sur la scène internationale parce que ces pays-là ne peuvent plus s'attaquer mutuellement parce que disposant chacun de la capacité de destruction de l'autre, eh bien, voilà, c'est une sorte de seconde guerre froide qui va s'ouvrir et l'Afrique va beaucoup souffrir. Tout simplement parce que ces peuples ont décidé de s'enfoncer dans l'incapacité totale sur la durée. Parce que nous avons choisi la voie de l'inaction, du désordre, de la course vers le néant, dans le vide, on se fuit et on s'épuise dans des choses complètement inutiles. On veut tout embrasser. Donc, il n'y aura absolument rien. Préparons-nous, investissons massivement dans l'industrie du mouchoir parce qu'il n'y a que ça qui nous attend. Voilà, parce que nous avons choisi cette voie-là. Un dernier point que je vais soulever ce soir, c'est que ça fait plusieurs années que nous disons les choses telles qu'elles sont. Les gens nous ont détestés, ils nous ont écartés, ils nous ont bannis. Les gens ne veulent pas nous écouter. On nous méprise, on nous traite de tous les noms, de violents, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les réalités sont devant nous. Et imaginez que si on avait au moins 50 personnes, 50 Africains, depuis 20 ans que nous disons les choses. Si on avait 50 personnes, 50 Africaines et Africains qui nous ont soutenus de manière constante, organisée, et qu'on déposait ne serait-ce que 20 € depuis 20 ans, aujourd'hui, vous imaginez quelle puissance nous pouvons avoir. Et puis ces 50 personnes, si on disait que chaque personne depuis 20 ans aurait amené au BAM 2 personnes, vous imaginez ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui comme capital. On est là, on pleure, on dit qu'on n'a pas d'argent, on n'est pas organisé, les années passent, il n'y a rien. Quand on met des petits trucs en place, il n'y a personne qui, dans la discipline, qui s'inscrit là-dedans. Donc, vous voulez quoi? Donc, nous serons mangés tout cru. Il n'y a même pas de problème.